On commence l'année 1993. On s'en souhaite une bonne. Pour commencer avec un petit sujet assez léger, la frustration, nous aurons pour nous entretenir sur ce sujet Bernard de Montréal. Et toutes les questions qui seront posées auront un caractère très psychologique et psychique. Nous accueillons donc Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Dans l'expérience humaine, Bernard, on est souvent confronté à des besoins, à l'expression de certains besoins, de certaines demandes vis-à-vis de la vie ou de l'expérience de vie, et ça ne semble pas répondre. On veut des choses, mais ça ne semble pas répondre. Est-ce que c'est une illusion de penser que tout ce que l'on veut, on peut l'atteindre? Et dans cet esprit, est-ce que les frustrations qu'on vit, les faits de frustration qu'une personne peut vivre, est-ce que c'est justifié ou c'est simplement encore là une illusion? Laissez-moi prendre mon souffle 2 minutes, là. J'arrive de vacances. C'est quoi votre question? La question? On fait ça bien simple. Une frustration, Bernard, est-ce que c'est, pour la personne, est-ce que c'est une condition de vie qui est justifiable? Ou si c'est simplement une attitude ou un état émotif que l'individu doit dépasser? Est-ce qu'on peut justifier le fait d'une frustration? Est-ce que la volonté que l'on met à vouloir atteindre certaines choses est une illusion? Est-ce qu'on peut vraiment se rendre à terme quand on veut quelque chose? Bon, OK. Premièrement, pour en arriver à atteindre ce que vous appelez vos objectifs dans la vie, il faut que ce soit des objectifs qui sont conscientisés. Puis chez l'homme, chez l'être humain, la conscience est inexistante. L'homme ne se connaît pas lui-même. Donc, ne se connaissant pas lui-même, c'est très difficile pour lui de savoir réellement où il s'en va. Il peut avoir des penchants, il peut avoir des attitudes, il peut avoir des goûts, il peut avoir des désirs, mais la vie, au cours de son évolution, crée des changements, crée des conditions qui vont faire en sorte que elle l'amène ailleurs. L'homme est toujours amené ailleurs. Ailleurs de ce qu'il pense. Oui. Puis, autrement dit, la vie, dans quelques domaines où on l'expérience, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, la vie a son propre agenda pour l'homme. Ça, j'appelle ça la conscience expérimentale. Et tous les hommes sur la Terre sont sujets à la conscience expérimentale parce que l'homme ne se connaît pas lui-même, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de contact direct avec sa source. Donc, il ne peut pas se connaître lui-même. Donc, l'homme vit sa vie sur le plan de l'âme, il ne vit pas sa vie sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire de sa source. Donc, il ne vit pas sur le plan mental. Il vit une conscience astrale, il ne vit pas une conscience mentale. Et puis, le fait qu'il ne vit pas une conscience mentale, ça lui enlève de la connaissance de soi et automatiquement, il est obligé de vivre sa vie par rapport à des données qui font partie de son incarnation, donc de sa programmation astrale. Donc, il vit au monde dans tel pays, dans telle famille, avec tel talent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, puis il travaille avec ça. Mais tous ces instruments-là que la vie lui donne par incarnation sont rouillés. Rouillés. C'est-à-dire limités. OK. Et la raison pour laquelle ils sont limités, c'est parce que pour que l'homme soit dans son potentiel créatif, il faut qu'il soit en union ou en fusion de conscience avec le plan mental. Et ça ne fait pas partie de l'involution. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des conditions ou des caractéristiques de la vie planétaire actuelle. Ça ne fait pas partie des conditions de la conscience expérimentale. Ça fera partie de la conscience humaine à venir. Donc l'homme aujourd'hui, vivant une conscience expérimentale,
si on le regarde des plans occultes, des plans invisibles, il est constamment testé dans la matière. Il est testé dans son émotivité et dans sa mentalité inférieure, ce que vous appelez l'intellect. Il est testé. Et ces tests-là démontrent, sont une mesure à sa source, parce que tout est enregistré dans les archives. C'est une mesure pour sa source de connaître, de savoir, de pouvoir mesurer jusqu'à quel point il est capable, éventuellement dans une vie ou dans un autre, de subir le contact de la fusion que l'homme de la prochaine évolution connaîtra. Autrement dit, tout ce que l'humanité vit aujourd'hui sur la Terre fait partie de l'évolution, sur le plan collectif des nations comme sur le plan individuel de l'homme. Dans l'évolution, la conscience sera très grande chez l'être humain parce que l'homme ne vivra plus à partir des pulsions de l'âme. Autrement dit, il ne vivra plus ce que j'appelle une conscience expérimentale. Donc, les outils, les talents, les conditions de vie, les conditions d'incarnation, ainsi de suite, seront à la mesure de son potentiel créatif, c'est-à-dire à la mesure de ce que lui peut s'exécuter dans le monde en fonction de cette fusion-là, c'est-à-dire de cette union-là avec le plan mental. Et ça demandera que l'homme vive, reconnaisse ou en arrive éventuellement au cours de son expérience à vivre le contact télépathique avec les cirques universels. Donc l'homme ne peut pas sur la Terre techniquement faire ce qu'il veut. Il y a des hommes qui sont riches et des hommes qui sont pauvres, mais même les hommes qui sont riches ou qui ont du pouvoir ont leur déboire. De la même façon que les hommes pauvres ont leur déboire. Puis, donc l'homme ne peut pas sur la Terre vivre sa vie comme il le veut parce que sa vie ne lui appartient pas. Sa vie appartient aux forces de l'âme, c'est-à-dire que sa vie est un résultat d'une programmation de 2, 3, 4, 5 vies, autant sur la Terre que dans d'autres parties du système local. Et quand il s'incarne, il vient au monde avec des outils, mais qui sont déjà rouillés. Et quand je dis qu'ils sont déjà rouillés, ça veut dire que l'homme n'a pas sur la Terre ce que j'appelle d'intelligence intégrale et de volonté intégrale. Il y a un intellect, il y a une volonté, mais il n'a pas d'intelligence intégrale. Il n'y a pas de volonté intégrale. Là, vous allez dire, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, ben, l'intelligence intégrale, c'est une intelligence qui n'est pas assujettie à l'âme, donc qui n'est pas assujettie à la mémoire, donc qui n'est pas conditionnée par les valeurs socio-culturaux-raciales de l'ego. C'est une intelligence totalement libre, en dehors du conditionnement psychologique d'une civilisation quelconque. Ça, c'est l'intelligence intégrale. Donc, c'est le résultat d'un contact fabuleux entre le mortel, la source, dans un état de fusion progressif, pour l'homme en général. Pourquoi je dis l'homme n'a pas de volonté? Parce que la volonté, ce que j'appelle la volonté créatrice, ou ce que l'homme aura de volonté, c'est l'exécution dans une vie de son intelligence en puissance. Une volonté, c'est pas simplement un effort. D'ailleurs, dans la volonté intégrale, il n'y a pas d'effort. Alors que dans la volonté de l'homme, il y a un effort. Donc, il ne faut pas mélanger effort avec volonté. Là où il y a effort, il n'y a pas de volonté intégrale. Il y a une volonté subjective qui fait partie encore du conditionnement ou de la condition de l'âme par rapport au mortel. Donc, l'homme, éventuellement, aura une volonté intégrale, il y aura une intelligence intégrale, et suivra de ces deux principes universels-là un amour intégral, qu'aujourd'hui, il ne peut pas connaître, parce que l'amour encore fait partie des sentiments qui se manifestent dans sa conscience à partir du plan de l'âme. Si vous me demandez qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un être qui vit de l'âme. Qu'est-ce que sera demain le surhomme? Autrement dit, l'homme qui aura dépassé les conditions planétaires de l'évolution, c'est un homme qui ne vivra plus de l'énergie, de la mémoire ou du périsprit de l'âme, mais qui vivra de la fusion de l'esprit avec l'âme. Et à ce moment-là, cette fusion-là détruira complètement le périsprit, c'est-à-dire les reliquats de ses expériences antérieures. L'homme sera dans une conscience intégrale, une volonté intégrale, et il pourra à ce moment-là s'exécuter sur le plan matériel ou sur d'autres plans en fonction de ses besoins. Et ça créera les fondations pour une nouvelle civilisation qui sera totalement occulte à l'homme de l'évolution. Donc, les frustrations sont liées à la programmation de l'âme. L'âme
finalise, on voit un manque de volonté à travers l'âme. Les frustrations sont des blocages créés dans la conscience humaine de l'ego par les forces de l'âme, parce que l'ego n'a pas suffisamment de puissance pour les faire éclater. Donc, une personne qui est frustrée dans la vie, autrement dit, une frustration, c'est une limite qui nous est imposée. Même si cette limite nous soit imposée par la société ou les gens autour de soi, ou que cette limite nous soit imposée intérieurement, toute limite chez l'être humain est un conditionnement de son être et va à l'encontre de sa liberté réelle, donc fait partie de l'illusion cosmique universelle sur la Terre de ce qu'on appelle le libre arbitre. Et l'homme, il a été donné à l'homme l'illusion du libre arbitre, qui est une illusion absolue, pour qu'il puisse, en tant qu'être, se développer psychologiquement. Mais lorsque l'homme sera conscient, ou dans la mesure où l'homme deviendra de plus en plus conscient au cours de l'évolution, l'homme passera du libre arbitre, qui est une condition immanente de sa conscience astrale, il passera à la liberté intégrale de sa conscience, c'est-à-dire le pouvoir de maintenir un équilibre entre les forces psychiques de la vie et lui-même dans la matérialité ou lui-même sur le plan éthérique. Tandis que l'homme aujourd'hui, l'homme de l'évolution ne peut pas faire ça. Quand l'homme vient au monde en Afrique, ou qui vient au monde au Canada, ou qui vient au monde en Russie, ou qui vient au monde malade, ou qui vient au monde avec des organes qui sont faibles, ou qui vient au monde avec des parents qui manquent d'intelligence, ou qui vient au monde chez des êtres qui l'ont battu quand il était jeune, ainsi de tout ce que l'homme vit en tant qu'être exposé à ce que j'appelle le malheur de la Terre, c'est-à-dire l'astral karmique de l'humanité, ceci fait partie des conditions évolutives de son âme. Et un jour, il faut que ça soit cassé par l'homme lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs que, puisqu'on parle aujourd'hui, on parle aujourd'hui de conscience supramentale ou de psychologie supramentale, parce qu'on doit utiliser des termes pour définir un peu l'avenir de l'humanité, on réalisera éventuellement que l'homme, un jour, aura accès, déterminera la fonction, la fondation de sa propre psychologie, qui est ultimement la science de son lien avec le plan le plus élevé de sa conscience, qui est le plan mental supérieur, qui est le siège ou le point de jonction entre lui en tant que mortel et son esprit. Donc l'homme un jour devra en arriver à développer cette psychologie supramentale, et cette psychologie supramentale fait déjà partie d'une instruction qui commence à descendre sur le globe aujourd'hui, mais l'appliquer, la vivre, l'intégrer, ou en intégrer les énergies qui se manifestent au fur et à mesure que les centres psychiques de l'être s'ouvrent, au fur et à mesure que l'homme commence à voir un petit peu comment ça marche la vie, comment ça fonctionne, ça fait partie de son initiation solaire, et ça c'est la partie difficile que l'homme devra avec le temps, à laquelle l'homme devra avec le temps faire face. Mais effectivement, ce sera plus difficile pour les premiers êtres conscients que pour ceux qui viendront ensuite, puis que ceux qui viendront ensuite. Les autres vagues de vie pourront plus facilement comprendre la vie parce que ça leur a été déjà expliqué par des vagues de vie antécédentes, de sorte que il viendra un temps, même à la fin du 20e siècle, puis au tout début du 21e siècle, où il y aura énormément de connaissances occultes concernant les mécanismes psychiques de l'homme sur la Terre. Autrement dit, l'homme saura réellement comment est-ce que ça fonctionne, la machine humaine. Puis quand je parle de la machine humaine, je parle des émotions, je parle de l'intellect, je parle de l'intuition, je parle de l'âme, je parle de l'esprit, je parle du corps physique, je parle du corps éthérique. Toute la composition vitale, psychique, matérielle de l'homme, ces mécanismes seront compris à partir de là, mais l'homme aura au moins une science pour commencer à progresser vers la reconquête de ces forces psychiques qui font partie de lui, de sa réalité, pour en arriver éventuellement à ne plus être dominé par l'âme. Parce que pendant l'évolution, les religions ont été très, très nécessaires. Parce que si l'homme n'avait pas eu de religion, ou si les religions n'avaient pas été amenées à l'humanité par des initiés, c'est évident que l'homme serait demeuré très, très longtemps dans une sorte de conscience très animalisée. Donc, les religions étaient très, très importantes, et elles le sont encore aujourd'hui, et elles le seront encore pour un bon bout de temps. C'est sur le plan individuel de la conscience en évolution que la religion disparaîtra. Par contre, les religions étaient impuissantes à donner à l'homme une science de l'homme, parce que les religions, toutes les religions de la Terre, que ce soit la chrétienté, l'islam, n'importe quelle religion, les religions juives, protestantes, toutes les religions de la Terre, même les religions hindoues, qu'ils appellent eux les philosophies hindoues, toutes les religions sont des manifestations astrales d'une énergie qui fait partie de la communion des esprits désincarnés.
Donc, quand vous parlez de religion sur une planète expérimentale, vous parlez de la communion d'esprits désincarnés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la mort ou au-delà du plan matériel, quand on meurt, il y a des êtres sur la Terre, des grands êtres qui meurent, puis qui s'en vont sur les plans, puis qui continuent leur évolution sur les plans. Il y a des êtres qui ne reviennent pas dans la matière. Ils préfèrent rester en forme astrale, parce qu'en forme astrale, ils sont bien, là, ainsi de suite. Et ces êtres-là, souvent, en incarnation, viennent sur une planète et apportent à l'humanité une lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir-là, qu'est-ce que c'est? C'est la technicalité psychique de la conséquence de l'évolution spirituelle de l'humanité à travers une religion qui permet à l'homme inconscient, encore très astral, de pouvoir supporter l'infinité d'une divinité, en bénéficier comme apport nocturne ou occulte de son impuissance matérielle, mais qui ultimement, une fois que l'homme est arrivé à un certain niveau d'évolution, à partir du moment où l'homme est capable, en tant qu'être, en fusion de conscience, de supporter intégralement la totalité de son psychisme, à ce moment-là, ces concepts-là qui sont donnés par les religions ne sont plus nécessaires. Alors, la religion ne peut pas en même temps donner à l'homme des concepts qui lui sont utiles pendant l'évolution et à la fois les détruire quand ils ne sont plus nécessaires. Autrement dit, pour que les religions, au cours de l'évolution, cessent leur fonction psychique ou morale, ou religieuse ou spirituelle chez l'homme, ça va demander des âmes qui sont en contact avec des forces qui ne viennent pas du monde spirituel, hiérarchique de la mort. Ces forces-là font partie de ce que j'appelle l'architecture du mental. C'est-à-dire que ce sont des intelligences qui n'ont pas à s'incarner, qui ne s'incarnent pas, qui sont totalement dans un plan de lumière, qui ne fait pas partie de notre expérience mortelle ou de notre expérience de mortalité astrale. L'une des choses que l'homme comprendra un jour, et ça fera partie de sa conscience, ainsi de suite, l'homme comprendra un jour que quand tu meurs, la pensée que tu as expérimentée sur la Terre, dans un corps matériel, ne t'est plus accessible. C'est évident que si on attend que les morts nous expliquent la mort, on va entendre longtemps parce que les morts sont régis par des lois qui leur interdisent absolument d'éclaircir le mental de l'humanité. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les morts ne sont pas capables, ne sont pas disposés et prédisposés à éclaircir le mental de l'humanité. Parce que les morts n'ont pas accès à la pensée. Un être qui meurt, il est simplement mémoire. Ça ne veut pas dire qu'une mémoire n'est pas en soi une existence autonome. Ça veut dire qu'une mémoire, lorsqu'elle est dissociée du corps matériel, ne participe plus à l'évolution de la conscience des cellules. Et pour que l'esprit contacte l'homme, pour que l'esprit se manifeste sur une planète en évolution, à travers un corps, ou à travers un être, ou à travers une âme, il faut qu'il y ait un ground. Et le ground de l'esprit, c'est la conscience des cellules. Lorsqu'il y a conscience des cellules, c'est-à-dire lorsqu'il y a vitalité, à ce moment-là, l'esprit est capable de communiquer avec l'être. Et cette communication-là, nous autres, on la vit sur la Terre comme étant une forme de pensée. Pour le moment, on la vit comme une forme de pensée parce que c'est le stage où on en est rendu pour vérifier l'exactitude et la technicalité de notre existence. Si on n'avait pas une forme quelconque de pensée à quelque niveau d'évolution qu'on est rendu, on ne pourrait pas vérifier la technicalité de notre existence. Et un jour, l'homme s'apparaîtra, l'homme découvrira que la technicalité de son existence, elle est basée sur un principe de résurrection et de mortalité instantanée. Autrement dit, l'homme découvrira, d'ailleurs la science s'en va vers ça, l'homme découvrira un jour que il n'est pas en vie de façon permanente. Il a l'impression d'être en vie de façon permanente. Un petit peu comme quand tu regardes un film. Quand tu regardes un film, tu vois des images qui s'intègrent une à l'autre et qui donnent une continuité visuelle pour apprécier ou pour entrer dans la vie du film. L'homme vit de la même façon. L'homme vit et meurt instantanément. Mais si l'homme vivait et mourait instantanément et qu'il était conscient de sa vie et de sa mort instantanée,
l'homme serait absolument incapable de produire sur la Terre l'équivalent d'une manifestation psychique mentalisée que j'appelle l'ego. Autrement dit, l'homme serait totalement un être zombie. Par contre, dans l'évolution, il y a des hommes sur la Terre qui ont vécu ça. Il y a des hommes sur la Terre, il y a des hommes sur la Terre qui ont été, à qui il a été enlevé l'illusion de la continuité de leur conscience. Ces hommes-là ont vécu une fusion instantanée. Et dans cette fusion instantanée, la conscience de l'ego qui donne à l'homme l'impression ou l'illusion d'être en vie pendant 50 ou 60 et 70 ans, elle a été remplacée par un autre niveau de conscience, une supraconscience, qui ne donne pas à l'homme l'impression de vivre pendant 50, 60 et 70 ans, mais qui donne à l'homme la conscience de vivre au-delà de ça, mais pas dans une forme nécessairement matérielle. Autrement dit, un être en fusion est capable de vivre sur deux plans à la fois. Il peut vivre sur le plan matériel, une vie qui est techniquement ou relativement plate, et il peut vivre sur le plan éthérique, une vie qui est complète, totale, et qui fait partie de ce que j'appelle l'immortalité. L'homme de l'évolution, au cours de l'évolution, l'homme en arrivera à cette conscience-là. Mais avant qu'il puisse en bénéficier, ce qui fait partie de son droit naturel, avant que l'homme puisse en arriver à passer à travers les égrégores astraux que crée la mémoire de l'âme, il va falloir qu'un jour, l'homme prenne conscience de sa source. Et les hommes prendront conscience de leur source à différents niveaux, et les hommes vivront toutes sortes d'illusions à travers ça, parce que quand on prend conscience de notre source, au début, on peut facilement avoir l'impression qu'on est en communication télépathique avec notre source, lorsqu'en fait, on est en communication télépathique avec le plan astral. Et le plan astral, c'est le monde spirituel, c'est le monde des guides spirituels. C'est plein de monde dans le monde qui ont des communications télépathiques avec leur guide spirituel. Mais l'homme n'est pas arrivé à un âge de maturité suffisante pour pouvoir réellement confronter ses guides spirituels parce que l'homme a peur d'être dans l'erreur. Et la crainte d'être dans l'erreur chez l'homme, ça fait partie du besoin chez lui d'être dans la vérité. Puis le besoin chez lui d'être dans la vérité, il fait partie de l'impuissance de son esprit, donc il fait partie de la domination de l'âme sur sa carrière, sa destinée, en tant qu'être morontiel, mais dans la matière. Autrement dit, un être qui est conscient ne vit plus, n'est plus assujetti à la polarité du bien puis du mal, du bon puis du mauvais, du vrai puis du faux. Ça, c'est bon pour des enfants. C'est bon pour les enfants d'humanité. C'est bon pour l'expérience de l'âme. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Ça fait partie du pouvoir des dominations sur l'âme. Et l'homme, pendant des millénaires et des millénaires jusqu'à aujourd'hui, même l'homme très moderne, très avancé en sciences, d'un côté, dans science, il n'y a pas de problème de vrai ou de faux. C'est simplement la méthode scientifique, l'objectivité scientifique. Mais aussitôt qu'il rentre dans le domaine intérieur de sa psychologie personnelle, aussitôt qu'il rentre en confrontation avec des valeurs morales. Excusez, je vais me moucher. Aussitôt qu'il s'agit pour lui de se confronter à des valeurs morales, regardez le problème de l'euthanasie auquel les scientifiques font face, par exemple, ou les médecins. Aussitôt que l'homme traite avec des valeurs morales, il est assiégé dans son être par la polarité du bien et du bien ou du mal, du vrai ou du faux. Et ça fait partie de la catharsis de la mort, ça fait partie d'un mouvement astral chez lui, nécessaire pour calmer son petit esprit énervé. L'homme n'a pas suffisamment conscience pour pouvoir traiter de façon magistrale avec le bien, le mal, le vrai, le faux. Autrement dit, avec la polarité de l'âme. Parce que l'homme n'a pas suffisamment de lumière. Il n'y a pas suffisamment de lumière parce qu'il n'y a pas suffisamment de force. Vous savez que quand on parle de la lumière du plan mental, c'est pas la lumière spirituelle là, qu'on retrouve là, dans les églises, puis qu'on retrouve dans les sociétés ésotériques, puis qu'on retrouve chez les gens qui flottent dans les airs, là, tu sais. Les mangeurs de balus, là. Les gens qui se gargarisent, là. Les gens qui
qui te touche pour voir si c'est une bonne vibration, puis qui mange des céréales à 3 heures du matin, qui font pas de péché, puis, tu sais. Ça, c'est une lumière astrale. C'est du bon monde. Sont fins. Il y en a qui sont intelligents, il y en a un petit peu moins. Mais ce sont des êtres qui ont un centre d'impuissance. Et la preuve, c'est qu'ils se recherchent. Un être qui se recherche sur la Terre ou sur une planète dont la conscience est expérimentale, c'est un être qui ne se sait pas. Puis là, on a des religions, on a des philosophies, on a de l'ésotérisme, on a de l'occultisme. Tout le monde se cherche. On cherche tout un gourou ou un maître. Là, il doit y avoir quelqu'un qui sait quelque chose là, qu'on ne sait pas. Là. Fait que tout le monde se cherche. Et quand on se cherche comme ça, éventuellement, on finit par se perdre. Parce que tu peux... Puis laissez-moi finir, là, parce que j'ai bien des affaires à dire. Tu peux pas te chercher toute ta vie, tu sais, parce qu'un jour, tu vas te placer dans les mains de quelqu'un. Donc, la recherche de soi, ça fait partie de l'inévitabilité de l'inconscience spirituelle. Ça fait partie du besoin de l'homme de se sentir un petit peu juste correct entre le bien et le pas mal. Pas trop mal. C'est un effort de l'âme d'être à l'aise, assez à l'aise avec ce qu'elle fait, pour avoir son salut spirituel. Tout le monde veut un salut spirituel. Fait que là, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, qui cogne à la porte, là, ils vont te vendre un salut spirituel. Il y a des religions qui te vendent du salut spirituel. Ils te décrivent des portraits tellement grossiers de la vie après la mort que si tu t'accroches pas à cette religion-là, tu t'en vas en enfer. Fait que le gars, lui, qui n'a pas une grosse formation occulte ou ésotérique ou whatever, ou qui est un être bien sensible, ainsi de suite, puis qui veut pas aller en enfer, il s'accroche. Ça fait que il va venir un temps au cours de l'évolution où l'être humain va apprendre, puis ça, il n'y aura pas de choix, parce que c'est comme ça que ça marche. L'homme va arriver un jour à réaliser qu'il n'a pas à se rechercher, qu'il n'a pas à se chercher. Il a simplement à pouvoir se prendre lui-même en main. C'est-à-dire pouvoir se supporter. Pouvoir supporter ce qu'il sait un petit peu. Parce qu'on sait tout quelque chose un petit peu. Puis ça va grandir, puis ça va amener l'homme à développer une volonté, puis une intelligence, et ainsi de suite. Puis avec les sciences qui deviennent de plus en plus, qui descendent maintenant sur le plan matériel, à ce moment-là, l'homme va réellement avoir des référents universels pour mesurer où ce qui s'en va. Mais si l'homme se met dans les mains de quelqu'un, quand je parle de quelqu'un, je parle pas nécessairement de quelqu'un de physique. Je parle même des guides spirituels. L'homme, à ce moment-là, il ne fait qu'échanger un niveau d'ignorance qui est le sien pour un niveau d'ignorance qui est le leur. Pourquoi? Parce que les guides spirituels, les âmes, les désincarnés, n'ont pas accès à la pensée. Puis c'est pas eux autres qui vont vous le dire. Il faut que vous le sachiez. Après ça, bien, si vous voulez communiquer avec eux autres, vous pouvez leur faire savoir. Ils vont être obligés de l'admettre. Ça marche comme ça. Donc, on est rendu à un point dans l'histoire de l'humanité où l'homme ne peut plus vivre sa conscience comme avant. Puis quand je dis comme avant, je parle à tous les niveaux. Tous les niveaux. Il va venir à un point où l'homme va être obligé de prendre complètement en main sa conscience, mais il va falloir qu'il ne se fasse pas truquer. Parce que quand l'homme est simplement vit sa conscience mentale, intellectuelle avec la matière, c'est pas pire. Quelqu'un te compte une blague, tu peux voir à travers. Mais quand l'homme commence à avoir une conscience occulte, c'est-à-dire quand l'homme commence à être en communication télépathique avec d'autres plans, il faut qu'il fasse bien attention parce que les autres plans sont très près de sa conscience et ils ont de ça, et prendre ces outils-là pour réellement s'assurer que quand il passe à un autre niveau d'évolution de conscience psychologique ou de conscience personnelle et qu'il commence à communiquer avec les plans ou avec des guides spirituels, qu'il s'assure d'une chose, que toute la gang de morts, tous les morts, à tous les niveaux, sur les plans les plus élevés, puis je ne le dis pas d'une façon diffamatoire, tous les morts, à partir du moment où tu es un désincarné, tu es un crosseur. Pour les personnes, disons, Je vous parle comme ça pour des raisons, je fais exprès. Pour créer un petit choc, là, dans les amoureux de tout ce qui se passe de l'autre bord,
pour vous savoir qu'un mort, c'est un désincarné. Autrement dit, il a déjà été ici, puis il n'est pas plus intelligent que l'autre mort qui était quand il était ici. Pour la personne qui fait une recherche, inévitablement, elle vit encore un processus d'intégration. Comment elle peut différencier le monde des morts dans sa pensée de ce qui peut être intelligent? Quand vous dites que quelqu'un sait toujours un petit peu quelque chose. Un des grands principes, une des grandes lois de la conscience supramentale de demain, ou une des grandes fondations de la psychologie de l'homme de demain, sera la conscience très précise, très nette, que toute forme de croyance est anti-homme. Donc, un homme qui croit quelqu'un, je parle même pas des hommes sur la Terre, on croit quelqu'un sur la Terre, c'est pas grave. On les voit, au moins on peut le toucher. Tu peux les amener en cours. C'est Giotto. Mais de l'autre bord, tu peux pas les amener en cours. Ils sont la cour. Puis ils te courtisent. Un homme qui croit le moindrement une entité astrale, il est fait à l'os. C'est dit, ça a été dit et redit, ça a été écrit, l'homme le sait, l'homme le saura, le reste c'est dans vos mains. L'homme ne peut pas se permettre de croire, surtout des entités en forme astrale. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont pas fines. Il y a des entités en forme astrale qui sont sur des plans très élevés, comme il y en a qui sont dans la cochonnerie, des bas astrales. Mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est que le monde de la mort, il est géré. Il y a du monde qui contrôle ça. La planète est gérée, ici. On a des gouvernements ici. Il y a le PQ, il y a les libéraux, il y a le gouvernement provincial, il y a les Américains, il y a les Nations Unies. Mais de l'autre bord, c'est la même chose. Donc, les mondes invisibles sont simplement invisibles parce qu'on ne les voit pas. Ils ne sont pas matériels parce qu'ils sont sur un autre plan vibratoire. Tous les mondes sont gérés. Et les morts sont gérés par des forces cosmiques de très grande amplitude qui couvrent la totalité de l'univers local. Et les morts, de par leur statut planétaire, de par leur statut cosmique, de par leur statut karmique, sont impuissants à aller contre la volonté de ces êtres-là, de ces intelligences-là, dont le rôle est de faire la gestion des affaires, des archives de la mort, pour que, les morts, à leur tour, fassent la gestion des archives de l'humanité. Mais vous dites que tout est géré, il ne faut pas croire. Même si on ne croit pas un gouvernement, on est obligé de payer de l'impôt. Ouais, dans le sens que... OK. Même si on ne croit pas un gouvernement, on est obligé de payer de l'impôt. Mais la raison qu'on est obligé de payer de l'impôt, c'est parce que la sorte de gouvernement qu'on a, ou les sortes, ou les conditions de vie sur la Terre sont en sorte qu'on est obligé de payer de l'impôt. Par contre, si on parle d'autres plans, l'homme, quand il sera conscient, au cours de l'évolution, l'homme cessera de payer de l'impôt. L'homme sera, autrement dit, libre. Mais tant que l'homme ne sera pas libre, il paiera de l'impôt. Puis il s'agit d'en payer de l'impôt, mais en payer le moins possible de l'impôt. En payer d'une façon intelligente de l'impôt. Mais il y a du monde qui paye de l'impôt pour rien. Il y a du monde qui se met dans des conditions d'expérience sur la Terre parce que ça fait partie de leur tête de cochon. Ça fait partie de leur orgueil. Ça fait partie de leur vanité. Ça fait partie de leurs illusions. Ça fait partie de leurs hallucinations. Ça fait partie, autrement dit, de la domination astrale sur eux. Ça fait partie de leur expérience. Tu peux rien faire pour ça. Est-ce qu'un individu est appelé à se substituer au gouvernement de l'astral pour aller à un gouvernement qui serait éthérique? Un gouvernement éthérique, l'homme fera partie du gouvernement éthérique. C'est ça la différence entre le plan astral puis le plan mental, ou le plan éthérique puis sa continuité sur le plan... Le plan mental et sa continuité sur le plan éthérique. Au niveau du plan éthérique, la conscience éthérique, autrement dit, l'homme qui a une conscience morontielle, fera partie intégrale des gouvernements invisibles sur la Terre ou sur d'autres planètes. Alors que l'homme inconscient, matériel, en astral, confié à la matière, a simplement droit à une conscience expérimentale et il est régi par des gouvernements invisibles, mais ça fait partie de son inconscience. Et sur la Terre, il est automatiquement, sa conscience est contiguë avec la conscience des nations, avec la conscience des peuples, avec la mémoire de la race, avec la mémoire des nations, ce qui fait partie de l'expérience humaine sur le plan matériel. Bon, est-ce que
si je veux bien comprendre, est-ce que quand on est conscient astralement, on subit une gestion et lorsqu'on est conscient dans le sens mental, On fait partie on de est la gestion. gestionnaire. On est gestionnaire. On est gestionnaire, c'est ça. Puis, en tout cas, quand on parle de publiquement, là, c'est pas le temps d'amener des notions dans le public. Ça se fera graduellement, ça. Mais je peux vous assurer une chose, que si ou lorsque l'homme saura comment ça marche, l'invisible, de la même façon qu'il sait comment ça marche la matérielle, l'homme cessera d'être ce qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, l'être humain n'aura plus de problème concernant sa destinée, concernant ce qu'il veut faire, concernant son potentiel, concernant son intégration, ainsi de suite. L'homme sera réellement un autre homme. Et ça fera partie de la race mentale future. Ça fera partie de la création d'une race racine nouvelle, mais totalement sur une base individuelle. Bon, je comprends assez bien maintenant pourquoi on n'a pas de volonté si on n'est pas capable de gérer. Mais est-ce que c'est possible dans le processus de conscientisation pour un individu d'apprendre à gérer dans sa vie matérielle sa destinée, sa programmation future? Oui, parce que petit à petit, il s'aperçoit jusqu'à quel point il est manipulé dans sa conscience au niveau de ses pensées. Où l'homme est manipulé, c'est à travers sa pensée. Est-ce que c'est de la manipulation d'étudier sa pensée? Quand une personne étudie sa pensée. La regarder, sa pensée. La regarder, sa pensée. Savoir d'où elle vient, sa pensée. La comprendre, sa pensée. Connaître les jeux. Parce que de la pensée, c'est toujours de la communication, hein? La radio ne pense pas de seule. Ça vient de CKVL. Fait qu'il faut que le gars sache d'où ça vient. Ça vient de CKVL? Ça vient-tu de Radio-Canada? Fait que l'homme en arrivera à être capable d'identifier d'où vient sa pensée. Pour le moment, c'est pas nécessaire qu'il sache que ça vienne de CKVL ou que ça vienne de Radio-Canada. Mais ce qui commence à être important, c'est qu'il sache que ça vient de quelque part. Parce que si l'homme pense que ça vient de son radio, là, il est réellement dans une situation difficile. Là, il vit ce qu'on appelle une conscience réellement expérimentale. Là, il est réellement con. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a seulement que deux postes? Est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a seulement que deux postes dans les sources d'information? Est-ce que quoi? Est-ce qu'un individu peut être sûr qu'il n'y a que deux postes qui émettent? Ah, ça, c'est intéressant. Il peut avoir une force qui émet dans le bien puis dans le mal. Autrement dit, si vous prenez, je vais vous donner un exemple, là. Vous prenez un aide qui dit, bon, moi, vous prenez un aide qui commence à s'intéresser aux sciences ésotériques puis aux sciences occultes, là. Quelque part, là, il va avancer, puis quelque part, surtout s'il rencontre quelqu'un qui est spirituel puis qui est occulte. Les gens qui disent, ah, mais moi, j'ai eu des expériences, là, puis avec mon guide, puis tout ça, là, puis mon guide me parle. La grande là-dedans, ces courants d'énergie-là, là. Éventuellement, ce qui va se produire, c'est que le guide, autrement dit, cette entité-là en forme astrale, elle va manipuler sa pensée avec tellement d'agilité, d'habileté, que l'homme ne pourra pas savoir si c'est réel ou si ça ne l'est pas. Ce qui va l'amener à découvrir si c'est réel ou si ça ne l'est pas, c'est la souffrance inutile que cette pensée-là va créer. Autrement dit, si on parle de la conscience supramentale, puis qu'on parle de la fusion au cours de l'évolution, ce n'est pas par le biais de la vérité ou du mensonge que l'homme va pouvoir déterminer s'il est intelligent. Parce qu'un mensonge, ça peut apparaître très, 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 très vrai, comme une vérité peut apparaître très, 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 très fausse. Fait qu'il n'y a aucune sécurité pour l'ego, là. C'est la souffrance qui naît de la naïveté spirituelle de l'homme qui va l'amener éventuellement à faire sauter cette polarité-là. Puis là, à ce moment-là, rentrer dans une conscience intégrale, réelle. Puis là, il va savoir qu'est-ce que c'est le réel. Donc, vous dites que toute souffrance est greffée à l'astral? Toute souffrance est greffée à l'astral. Alors que tout bien-être est lié au mental? Toute conscience. Conscience, c'est lié au mental. Il y a deux sources, donc, d'information. Il y en a une qui inévitablement nous fait souffrir
et une autre, inévitablement, qui nous crée un bien-être. Est-ce que c'est un moyen de situer les... Oui, mais le bien-être, il est long à venir. Le bien-être, autrement dit, la conséquence du rapprochement ou du double avec le mortel ou de la fusion de l'homme, c'est un processus qui est long. Donc, ce bien-être-là, il est proportionnel à la diminution de la souffrance chez l'ego. Il est proportionnel à la conscience qui se développe. Autrement dit, plus tu as de conscience, plus que tu as de bien-être. Le bien-être, c'est pas une affaire que il te plug du bien-être. T'es pas plugué du bien-être. On va pas te donner 2 semaines de bien-être, là. Hop, t'es en vacances, mange pas de même, tu sais. Fait que le bien-être, c'est une résultante de la transmutation des corps subtils, donc le corps astral puis le corps mental, donc la conscience inférieure. Le bien-être, c'est un résultat de ça. Et les hommes auront un bien-être à la mesure de leur capacité de vivre dans un étroit rapport avec cette source d'énergie-là, qui est la leur, autrement dit, qui fait partie de leur principe cosmique. Ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Les êtres le vivront à différentes échelles, différents temps, mais ça fait partie de l'initiation solaire. Mais où l'homme se fera prendre dans son évolution vers une conscience supérieure, c'est dans l'illusion spirituelle de sa conscience personnelle face à l'astral qu'il ne verra pas. Donc, ça créera de la souffrance. Et un homme qui souffre à cause de son astralité, même s'il n'en connaît pas tous les aspects, un jour, il faut qu'il se rebiffe, il faut qu'il s'enligne, autrement dit, qu'il devienne intelligent et qu'il s'éloigne de ce qui le fait souffrir. Un être qui n'est pas capable de s'éloigner de ce qui le fait souffrir reste dans cette conscience, dans cette mémoire, dans ces égrégores-là, et ça fait partie de son expérience. Bon, l'élimination de la souffrance, est-ce que c'est le chemin qui nous amène à avoir accès à une information mentale, à une information? La transmutation, l'élimination de la souffrance, oui. Donc, c'est impossible pour un individu qui n'a pas assez souffert d'avoir une bonne information. C'est impossible à l'homme de devenir supraconscient sans passer par la souffrance. Par la souffrance, la souffrance est équivalent à sa sortie du plan astral. Quand on parle de souffrance, là, on ne parle pas de la souffrance, nécessairement de la souffrance psychologique que les gens connaissent là, tous les jours. C'est une autre sorte de souffrance. Puis les hommes la vivent à leur niveau, là, dépendant de leur propre statut évolutif. Mais quand l'homme vit une souffrance intérieure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas ajusté intérieurement. La frustration qui est souvent liée à l'impuissance, est-ce que c'est l'aspect de la souffrance qui est le plus évident pour l'individu qui est en train de... C'est le plus évident. C'est ce qui est plus terre à terre, là. Puis il y a des degrés là-dedans, là. Puis la souffrance peut être extrêmement... Probablement, si vous me demandez jusqu'où ça va la souffrance, ultimement, ça devient totalement vibratoire, la souffrance. C'est même plus psychologique, c'est même plus sous forme de pensée, ça peut être même simplement vibratoire. Fait que là, c'est rendu pas mal raffiné. Mais quand tu es rendu à vivre la souffrance à ce niveau-là, ben déjà, cette souffrance-là fait partie d'autres mouvements de ta conscience sur d'autres plans. Donc, c'est plus une souffrance psychologique. Tandis que l'homme, lui, sur la Terre, il vit des souffrances psychologiques. Il vit des souffrances basées sur son ego. Tandis que demain, l'homme ne vivra plus de souffrances basées sur son ego. Il vivra des souffrances qui sont réellement d'un autre ordre. Là. Puis ça fera partie de sa fusion, ça fera partie de sa pénétration dans d'autres plans, ça fera partie du mouvement très rapide de son esprit vers d'autres dimensions, une accélération de son psychisme. Mais il sera capable de contenir et de dealer avec ça. Fait que ça ne sera plus une souffrance dans le sens évolutif du terme. Ça ne sera plus une souffrance astrale, ça sera simplement une grande accélération de son moi, sur les plans parallèles. Bon, comment la souffrance vient affecter ou altérer la conscience cellulaire? Parce que j'imagine que toute souffrance a un effet corporel ou physique. Quand la souffrance est consciente, elle altère instantanément la conscience des cellules et elle reprogramme les cellules humaines. Reprogramme. Ouais. Quand la souffrance est inconsciente, elle affecte les cellules, mais elle ne les reprogramme pas. Elle va les mettre en action. Autrement dit, une cellule qui sera programmée pour une certaine maladie, par exemple, ben, une souffrance inconsciente va accélérer, la mettre en marche, cette maladie-là. Une personne, par exemple, qui serait
au niveau cellulaire qui serait programmé pour la retraite au niveau de l'âme avant l'incarnation. Mais à un certain moment de la vie, il y aura quelque chose qui fera en sorte que cette programmation cellulaire-là se mettra en marche pour que la personne devienne souffre de la retraite et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Tandis que la souffrance qui vient de la fusion de l'être, qui vient de la mise en vibration de la conscience cellulaire, cette souffrance-là est capable de neutraliser toute programmation cellulaire. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fera d'ailleurs. Donc, on peut changer notre destinée. L'homme en arrivera à pouvoir changer sa destinée. Mais quand on parle de changer sa destinée, ça ne veut pas dire aller dans une direction qui n'est pas déjà connue, parce que la destinée est toujours connue, ses autres plans. Mais là, à ce moment-là, l'homme connaîtra sa destinée, alors que l'homme aujourd'hui ne la connaît pas. Connaître sa destinée, ça fait partie d'avoir une voyance personnelle de sa vie, à différents niveaux, à différentes échelles de temps, et ainsi de suite. Bon, j'essaie d'imaginer une personne très consciente qui a accès ou qui a conscience de sa destinée. Est-ce que cette personne-là, quand elle est consciente de sa destinée, veut changer sa destinée? Non. Quand tu es conscient de ta destinée, tu ne veux plus changer ta destinée parce que ta destinée représente ton potentiel maximal de créativité. Tu ne peux pas demander à un riche de devenir pauvre, à moins qu'il soit sans dessein puis spirituel. Donc, toute forme de programmation devra toujours s'exécuter totalement, que tu sois inconscient ou conscient. Que tu sois inconscient ou conscient. La seule différence, c'est que quand tu es inconscient, tu as subi, tandis que quand tu es conscient, tu en es la gestionnaire. Oui, mais déjà programmé. Et déjà su, mais c'est pas une programmation astrale, c'est une programmation universelle. Quel est l'avantage d'être conscient quand tout est programmé? Que tu sois conscient ou inconscient? Quand tu es inconscient, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. Oui. Quand tu es inconscient, tu as besoin de tout savoir. Fait qu'en réalité, l'individu, tout ce qu'il a besoin, c'est d'éliminer sa recherche, ou son intérêt pour la recherche. Ça fait partie de l'évolution de sa conscience. Qu'un homme conscient sache quelque chose, ça fait partie de sa conscience, mais il n'a pas besoin de savoir ça. Tandis qu'un homme inconscient, il a besoin de savoir ça, parce que ça fait partie de la recherche de sa conscience. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que l'ultime frustration, c'est de ne pas savoir? L'ultime frustration, c'est de chercher à savoir et réaliser que plus tu cherches, plus tu découvres rien. Ça me fait penser un petit peu à Jean Rostand, qui meurt à 72 ans, tu sais. Puis qui dit, quand j'étais petit gars, je pensais de savoir tout, puis je pensais d'en arriver à savoir tout. Là, je suis rendu à 72 ans, puis je m'aperçois que je sais rien. Faisait pitié, Rostand. Tu sais. Mais ça fait partie des conditions évolutives de l'âme. Parce qu'à travers l'ego, l'âme crée le besoin de savoir. Puis le besoin de savoir, ça fait partie d'une pernicieuse affiliation entre le mortel et l'âme. Une fois que l'homme est en contact direct avec les circuits universels, il n'a plus besoin de savoir. Ça fait partie de sa conscience de savoir. Fait que cette frustration-là, cette angoisse existentielle-là, cette recherche philosophique, spirituelle-là, disparaît. C'est fatigant de toujours avoir besoin de savoir. T'sais? À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait presque mesurer l'intérêt? C'est comme si tu demanderais au cadran quelle heure il est, mais il dit, regarde, tu sais, Donc, l'intérêt que les gens apportent à se connaître, est-ce que c'est... Hey, je l'aime, l'affaire du cadran. Tu regardes le cadran, tu veux savoir quelle heure. Le cadran, lui, pas intéressant de savoir quelle heure. Il est l'heure. C'est l'heure. Hein? C'est la même chose. C'est intéressant, hein? Oui, c'est intéressant. Faut pas qu'il manque de courant, non? Ah ouais, c'est ça. Il y a des Quand t'es conscient, tu manques pas de courant. Ouais. T'es toujours plugué. C'est toujours à l'heure. Ça veut-tu dire que c'est des cadrans qui sont hydroélectriques? C'est des cadrans qui marchent tout le temps. Ton cadran marche tout le temps. Oui, c'est vrai, ça pile solaire. Bon, alors, l'effet de la recherche d'être conscient dans le sens supramental, ça place l'individu pratiquement dans une espèce d'élimination de la connaissance constante. Est-ce que c'est possible que vouloir être conscient, c'est simplement brûler un intérêt qu'on a d'être intelligent? Ouais. Vouloir être conscient, quand tu veux être conscient, ça t'amène éventuellement à brûler l'intellect pour ça. Ouais.
il y a une connaissance qui est importante dans la vie, là, quand vous êtes comptable, médecin, puis avocat, ça, des connaissances pour tous les jours. Ça, vous avez besoin de ça. Ça fait partie de votre mémoire. Là. Mais la connaissance dont je parle, la connaissance de la vie ou la connaissance de soi-même, tout ça, là, le besoin d'être évolué, je vais être évolué. Ça, à ce moment-là, éventuellement, on le perd. L'intérêt. L'intérêt. Mais on acquiert quand même. Tu le deviens. C'est quand tu le deviens que tu peux intéressé à l'être. Ouais. Mais c'est normal de courir après. C'est normal de courir après parce que tout le monde t'en a parlé, puis t'as lu des livres, puis les entités astrales t'en ont parlé, puis les maîtres t'en ont parlé. Il y a un gros marketing là-dedans, dans le monde. Ouais. Fait que, mais ça fait bizarre de se faire dire par quelqu'un d'évoluer que c'est inutile de vouloir évoluer. Ben, je dis pas que c'est inutile, je dis que plus vous allez en vouloir, mais plus vous allez vous écœurer. Quand vous allez être bien écœuré, c'est parce que vous allez l'être. Évoluer ou écœurer? Évoluer. Évoluer. Mais l'intérêt qu'on a pour l'évolution, ça dure combien de temps en temps normal? Ça dure tant qu'on est spirituel. Donc, c'est la mesure d'une spiritualité. Ça c'est bien dit. C'est la mesure de notre spiritualité. Le fanatisme, ça serait... mais le fanatisme de ça, c'est réellement l'astralisation profonde de ça. Ouais. Puis ça peut réellement t'amener à la maladie mentale. Puis c'est-tu possible d'être fanatisé par une évolution supramentale? Non. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est une évolution qui se pense pas. Alors donc, pour être fanatique, il faut pouvoir penser. Il faut pouvoir utiliser la pensée à profit spirituellement, oui. Puis comment ça se passe, ça, utiliser à profit spirituellement? Utiliser une pensée à profit spirituellement, ça veut dire avoir l'impression d'être évolué. Avoir l'impression ou la conviction d'avoir raison. Avoir la conviction d'être dans le droit chemin. Avoir la conviction de posséder la vérité. Avoir la conviction que moi, je vais aller au ciel, tu n'iras pas. C'est tout ça, là. Il faut qu'il y ait un facteur de sélection, Il y a un facteur de sélection, oui. Il y a un facteur de sélection. Il y a un facteur que toi, tu es choisi, les autres ne sont pas choisis. Tout ça, là. Tout ça. Ça fanatise. Ça astralise. C'est ça. Ça fait partie de l'astral. C'est ça. Alors, puis l'autre bord, ils ont bien du fun avec ça. Ouais. Les entités. Ouais. Mais les plans de lumière, eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, eux autres ont de la misère à passer à travers ça parce que c'est beaucoup de cochonneries. OK. Bon, la personne vraiment évoluée, elle partage quoi avec son environnement? Elle partage quoi avec son environnement? Oui. Dépendant de sa créativité, elle partage sa créativité avec son environnement. Si c'est un scientiste, mais il va partager sa science. Si c'est un philosophe, il va partager sa philosophie. Si c'est un artiste, il va partager son art. Il va partager un aspect de sa conscience avec son environnement. Donc, il demeure matériellement engagé. Alors, je veux dire, une personne évoluée, de la façon qu'on le saisit, c'est qu'il semble pratiquement pas intéressé à ce qu'il est ou à ce qu'il fait, parce qu'il sait ce qu'il est. Mais il reste quand même matériellement engagé. Ah, puis il est engagé, effectivement. Engagé dans le sens que... Tu peux pas être créatif dans ta tête, puis ça reste là. Faut que ça descende dans la matière, ça va là, faut que ça serve, faut que tu construises avec. Un médecin, il faut qu'il guérisse. Un architecte, il faut qu'il construise des maisons. Un gars comme moi qui parle, mais il faut qu'il parle d'une salle. Mm-hmm. Ouais. Mais vous parlez d'une salle, est-ce que vous êtes intéressé de parler? J'aime ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste ça. Ouais. Fait que le scientifique qui fait de la science, mais j'aime ça. J'aime ça. Point. Ouais. S'il ne fait pas 2 semaines, 1 mois, 1 an, c'est pas grave. Ouais. Tandis que l'autre, lui, qui est vraiment astralisé, il en manque Il en manque. C'est ça. Ouais. C'est là qu'il y a de la souffrance. Ouais. Donc, c'est pas le processus d'évolution qui est difficile, c'est comment qu'on le vit émotivement. C'est comment on le vit émotivement. Ouais. Ça, c'est ça qui détermine sa difficulté. Mais le processus d'évolution supramentale peut-il venir d'un contact avec notre source, d'une sorte de volonté de notre source, et constamment être bombardé par l'autre zone d'influence qui est l'astral? Oui. Les deux ensemble? Oui. Bon, la grande problématique chez les gens, c'est de faire la différence quand c'est astral et quand ça vient de la source. Parce que c'est pas 1 an avec l'astral puis 1 an avec la source. C'est que les deux sont en parallèle. Comment on différencie? Parce que l'astral déforme l'énergie de la source.
Fait que là, ça, c'est pas capable de passer directement clair. L'astral qui déforme, la mémoire qui déforme. Fragmentation. Ouais. C'est pour ça qu'une personne, pour répondre à votre question qui est très importante, je dirais, bon, mais quand tu es intelligent, tu es intelligent. Quand tu fais quelque chose d'intelligent, tu sais si c'est intelligent. Alors, ce qui est intelligent, ça ne se discute pas. Ça, c'est une base. Quand c'est intelligent, ça se discute pas. Ouais. Puis quand ça ne l'est pas, on se fait le Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Là, tu t'achètes une maison. Bon, disons que tu t'achètes une maison de 50 000 $, je sais pas, moi, 100 000 $. Puis, le gars, il te demande de payer tant. C'est intelligent de faire vérifier ta maison? Es-tu en bon ordre ta maison? Pour pas avoir des problèmes, des murs qui craquent après quand tu vas l'avoir acheté? Bon, ben, t'assurer que quelqu'un peut vérifier ta maison avant de faire l'achat, c'est intelligent. C'est intelligent. Ça se discute pas. C'est intelligent. Tandis que si tu vas par en dedans, hein, avec ces moineaux-là, l'autre bord, puis tu fais ton petit télépathique, là, parce qu'on aime ça être télépathique, hein? Moi, j'ai un contact intérieur, puis j'y parle, puis il me répond, puis il me donne mes réponses. Là, tu dis au niaiseux de l'autre bord, je devrais-tu faire checker ma maison? On dit, bon, non, t'as pas besoin de faire checker ta maison. Ça, c'est eux autres, ça. Après, chose, au bout de 6 mois, ben, ta maison a des craques dans le mur. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Pour t'amener à pas croire. Fait que, en attendant, mais si tu veux pas avoir ces problèmes-là, fais checker ta maison. C'est comme le monde dit, ah, ben, moi, je suis conscient, moi, j'ai pas besoin de barrer mes portes chez nous. J'ai pas besoin de barrer les portes de mon char, je suis conscient. Donc, sur deux sources d'information, il faut toujours quand même être... Fait que c'est quoi être intelligent aujourd'hui? Ouais. Si tu crois à l'invisible ou barrer croire les compagnies d'assurance? Tu crois les compagnies d'assurance. Merci Bernard. Comment ça fait qu'on est obligé de tout arrêter? On peut pas continuer, puis... Ben oui. C'est pour sa cassette. Bon, disons qu'on a fini la cassette, là. Disons qu'on a fini la cassette, là. Y a-t-il des gens à 5 qui ont des questions? Je l'essaye à soir. Si vous êtes fin, je vais le refaire.